c'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour parler de Jeux Olympiques, parce que comme vous le savez, le grand événement s'en vient et on va donc parler de cet événement, de ce qui va se passer dans la capitale française, à Paris, de toutes les polémiques qui tournent autour de ça et pour répondre à toutes les questions possibles et imaginables, les miennes, les vôtres, on a un panel de choix. Avec d'abord celui qui vient de l'extérieur, qui se joint à nous pour l'occasion, Robert Frozy. Robert Frozy, que vous voyez fréquemment au téléjournal, entre autres choses, dont vous entendez de temps en temps les reportages à la radio de Radio-Canada. Il y est depuis le siècle dernier, depuis 1990, comme chroniqueur et journaliste au sport. Et il a couvert surtout de nombreux Jeux Olympiques, donc il a vu l'évolution de cette pratique sportive. Mais aussi, il peut abondamment nous parler de Coupe du Monde, de soccer, de championnat du monde. Vous le connaissez peut-être encore plus pour ses enquêtes sur les questions du dopage et de corruption dans le domaine du sport. Il vient d'ailleurs de sortir récemment, on en discutait un peu plus tôt, des reportages intéressants justement sur un peu les ambiguïtés et, dans un certain sens, le côté très réactionnaire des institutions internationales dans ce domaine. Donc Robert Frozy nous fait l'honneur de nous joindre à nous pour ce panel. Et puis, il a évolué à un assez haut niveau en sport, puisqu'il a été sélectionné, il pourra vous parler de ça, dans le monde du soccer. Mais là, ça arrête un peu ma capacité à parler du niveau de sélection auquel il s'est situé, mais sachez qu'on a un grand sportif à la table, ce qui est également le cas aussi de Yann Roche, professeur titulaire au département de géographie de l'UQAM, président de l'Observatoire de géopolitique à la chaire Raoul Dandurand. Yann a été lui aussi joué au niveau régional en basketball, et je tiens à le signaler, c'est quand même un élément, quand on peut être professeur et pouvoir aussi signaler qu'on a eu une carrière de sportif, aussi lointaine fut-elle, on veut quand même s'en prévaloir. Travaille beaucoup sur, évidemment, les enjeux d'Asie du Sud-Est, c'est quelqu'un que vous connaissez pour ces questions-là, mais surtout, il a publié en 2022 un ouvrage exceptionnel aux presses de l'Université du Québec, collection Enjeux contemporains, qu'il a rédigé avec Jean Lévesque, sur du village alpin à l'événement planétaire, histoire et géopolitique des Jeux Olympiques d'hiver, parce que les Jeux Olympiques, c'est avant tout de la géopolitique, ce dont va nous parler une autre athlète de très haut niveau, parce qu'elle, c'est vrai, elle a évolué à un très haut niveau en athlétisme. Pour les démonstrations de saut en longueur, ça se fera hors caméra et tantôt. Mais elle nous en a fait un certain nombre dans tout un tas de rues qu'on a parcourues ensemble lorsque l'on devait faire du terrain ici et là à travers le monde. Donc, elle est capable de réaliser ses prouesses, peu importe les circonstances, ce qui prouve aussi son niveau d'accomplissement. Maëlys Druil est aussi, et essentiellement, candidate au doctorat en sciences politiques à l'UQAM. C'est un des piliers de la team Géopo, de l'Observatoire de géopolitique, et elle travaille sur les enjeux transfrontaliers en Amérique du Nord et surtout s'intéresse à la géopolitique du sport. Vous allez voir, on va pouvoir parler de tout ça avec elle. Elle porte un regard intéressant là-dessus. Lorsqu'on parle de Jeux Olympiques, effectivement, on parle du fameux CIO, de ce comité qui établit, qui fait la loi et l'ordre dans le domaine de l'olympisme, avec les critiques qui sont associées à ça. Et j'aimerais peut-être commencer par l'idée que les Jeux Olympiques, l'essentiel, c'est de participer, c'est Coubertin, c'est Astérix et les Jeux Olympiques, on fait une trêve, on va créer un moment unique où, au lieu de se faire la guerre, on va faire la paix autour du sport. Donc, il y a toujours eu cette idée qu'il y avait une certaine forme de neutralité politique autour des Jeux Olympiques, une certaine neutralité du comité. Et c'est peut-être avec ça que j'aimerais qu'on commence. Robert. On va déjà peut-être clarifier une chose, c'est que le sport a toujours voulu être un espèce de gardien des valeurs sociétales. Et plus le monde a avancé, moins c'était vrai. Aujourd'hui, on assiste en fait à, passez-moi l'expression, mais 15 jours de Jeux Olympiques qui coûtent des milliards. C'est un espèce de grand cirque Barnum qui s'installe dans les villes au détriment des populations en règle générale, parce qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui vont régler la note. Et quand on voit que le CIO est une bande d'aristocrates qui finalement, c'est pas si rajeuni que ça, qui se cooptent
Il n'y a pas d'élection véritable. On se coopte. Ça fonctionne un petit peu comme fonctionnait l'Empire romain. Et puis, avec tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les trahisons, les coups de théâtre, les jeux de coulisses, etc. Et ça reste un domaine, en fait, qui petit à petit, depuis les Jeux de Los Angeles, est devenu une formidable machine à imprimer des billets. Parce qu'aujourd'hui, pour être, par exemple, simplement un commanditaire, je dirais, du top 12, donc ceux que vous allez voir affichés un peu partout, les Samsung de ce monde et autres Alibaba, eh bien, ce sont des centaines et des centaines de millions qu'il faut payer pour avoir ce droit-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est devenu une formidable machine à la fois politique, à la fois économique, et qui a toujours été, en fait, une machine politique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ne serait-ce que Pierre de Coubertin et ses réactions, par exemple, face au colonialisme, face aux femmes, je vous passerai les expressions de Pierre de Coubertin de l'époque, mais on a l'impression que, est-ce que ça a forcément évolué ? Aujourd'hui, on parle d'équité. Faut voir à quel prix et à quoi ça ressemble l'équité dans le sport. Mais au-delà de ça, on avait aussi Avery Brundage, qui était le seul président d'ailleurs non occidental, non européen plutôt, à présider le CIO, et on a vu ses accointances avec le régime nazi et le fait qu'on ait octroyé les Jeux à Berlin et, je dirais, contribué à la propagande nazie. Alors petit à petit, en fait, on s'est aperçu que ça devenait un lieu assez formidable pour les pays. Et quand on dit que, et encore aujourd'hui, quand le CIO dit non, c'est un organisme apolitique, c'est quand même assez drôle. On a donné les Jeux à la Russie alors qu'on bafouait les droits les plus élémentaires des droits humains. On a donné les Jeux à 2 reprises à la Chine. Alors quand on regarde finalement par le petit trou de la lorgnette, on s'aperçoit que qui sont les principaux bailleurs de fonds au niveau économique de ces grandes institutions ? Eh bien, on retrouve entre autres la Russie, entre autres la Chine, et avec ces 2 pays, il ne faut pas forcément se froisser. On reviendra après à l'exclusion des Russes. Ça a dû faire très très mal au président Bach de casser son amitié, je dirais, ancestrale avec Vladimir Poutine. Mais on s'aperçoit en fait que les liens sont beaucoup plus étroits qu'on ne le pense entre le sport de haut niveau, les fédérations internationales, le comité international olympique, et puis le geste politique qu'il y a derrière. Yann ? Oui. J'ai vu que tu hochais de la tête, donc je voulais peut-être te donner une chance d'ajouter certains éléments. Non, j'étais pas mal d'accord avec tout ce qui avait été dit. Je pourrais rajouter sur certains points, mais j'étais tout à fait d'accord avec ce qui était dit jusque-là. Mais si on parle justement des événements concernant les athlètes russes, est-ce que l'un ou l'autre, Yann, est-ce que c'est quelque chose On ne va pas rentrer forcément dans les grands détails. Déjà, rappelez-vous que les Russes étaient déjà sous le feu de l'actualité ou sous la loupe du CIO et du comité antidopage, puisque vous vous souvenez, depuis le scandale de Sotchi et puis des athlètes russes, du dopage institutionnalisé de Sotchi, tous les athlètes russes qui ont été déclassés, qui ont d'ailleurs permis au Canada d'augmenter son total de médailles depuis. C'est d'ailleurs devenu une blague entre les athlètes de dire que c'est pas grave si on est derrière des Russes, il y a des bonnes chances qu'ils soient déclassés à un moment donné, on peut peut-être monter sur le podium quand même. A posteriori. Mais en tout cas, cette histoire-là, ça faisait en sorte qu'ils étaient déjà, comme je le disais, sous la loupe du CIO et des instances internationales. Puis donc, il y a eu l'exclusion depuis le début de l'attaque en Ukraine. Mais ce qu'il faut mentionner à ce niveau-là, c'est que, comme l'a dit M. Frozy, l'idée, c'est que le CIO est vu par beaucoup de gens à l'extérieur de l'Occident comme un instrument qui est complètement coopté par l'Occident, qui appartient, on parlait tout à l'heure d'un petit groupe très, très select. Et si on remonte à l'époque déjà de Coubertin, c'était absolument fantastique de voir les photos des premiers membres du CIO, des gentlemen en redingote avec des hautes formes. C'est un boys club dans toute sa splendeur. Mais pour en revenir à cette histoire de l'Occident, c'est qu'il y a une perception très très répandue et alimentée par la Chine, par la Russie, maintenant de plus en plus aussi par les pays du Golfe, selon laquelle le CIO est quand même encore un instrument
politique aux mains des Occidentaux. Et l'idée de la suspension des Russes, qui étaient déjà, comme je l'ai mentionné, ils étaient déjà soumis à un traitement à part. Vous vous souvenez que lors des Jeux de Tokyo, c'était le ROC, le comité olympique russe, et non pas les athlètes russes qui étaient représentés. Il n'y avait pas le drapeau russe, il n'y avait pas l'hymne russe. Et quand je dis le ROC, c'est parce que c'était c'était l'acronyme, merci, l'anachronisme, en anglais. Ils avaient même, pour montrer à quel point ça les touchait et ça les marquait, les athlètes russes avaient fait une petite publication sur les réseaux sociaux, We Will Rock You. C'était pour montrer à quel point ils étaient très très touchés par ces mesures extrêmement sévères. Mais là où je veux en venir, donc, c'est cette idée sur laquelle on les a pénalisés par rapport à la guerre en Ukraine, et c'est pas seulement d'ailleurs le CIO, puisqu'ils ont été exclus de la plupart des compétitions internationales. Ben, c'est un deux poids, deux mesures. C'est l'idée sur laquelle certains pays peuvent se permettre de mettre à l'épreuve la législation internationale, et d'autres ne peuvent pas, ils sont pénalisés à ce moment-là. Et beaucoup de gens le disent, et c'est très très bien reçu comme message, et c'est pas faux non plus, à l'extérieur de l'Occident, sur lequel on a boycotté les Russes, on empêche les Russes de participer aux différents jeux, mais les Américains, quand ils ont attaqué l'Irak, c'était pas beaucoup plus légal, et personne n'a pénalisé, n'a boycotté les sportifs américains. Donc c'est un point sur lequel on est à peu près tous d'accord, je pense, à cette table-là, quand les gens disent que le sport et la politique n'ont rien à voir, que les jeux sont apolitiques. C'était un des chevaux de bataille d'Avery Brundage. C'était une des raisons pour laquelle je hochais la tête à propos de Avery Brundage. C'était quelqu'un de très très particulier. Rappelez-vous, c'était aussi celui qui, après Munich en 72, il était alors président des CIO, avait dit « The show must go on ». Il avait dit que les deux choses les plus terribles qui étaient arrivées à ce moment-là, en 72, ça avait été l'attentat contre les athlètes israéliens, mais ça avait été aussi l'exclusion du Zimbabwe pour apartheid. Il fallait absolument pas mélanger sport et politique, et surtout pas exclure les pays qui pratiquaient l'apartheid, ce qui était un autre des cas où il y a eu quand même des mesures qui ont été prises politiquement par le CIO contre des pays qui avaient des comportements, disons, inacceptables. Donc c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir un petit peu, mais effectivement, il y a une idée de deux poids, deux mesures, et qui marche très très bien. C'est un discours qui est très très bien reçu à l'extérieur. C'est un discours qui a une grande prévalence aujourd'hui dans d'autres domaines de la géopolitique. Donc, il y a vraiment effectivement un ancrage de ces pays dissidents dans le Sud global. Maëlys, j'ai vu que tu avais pris des notes. Je peux te donner une chance peut-être de prendre la parole ou... Non, c'était pour la suite. Ouais. Oui. Non, parce que Yann parlait à un moment d'identité, ce que ça représente en termes d'identité, d'avoir son drapeau, d'avoir son hymne. Et du coup, ça m'a fait penser à l'équipe olympique des réfugiés par rapport à cette notion d'identité. Je ne sais pas si je peux continuer avec ça. Parce qu'on a appris ce mois-ci la constitution de la nouvelle équipe olympique des réfugiés pour Paris 2024. Et en fait, la première, c'est quelque chose d'assez récent parce que la première édition de cette équipe, on l'a vu apparaître à Rio en 2016. Et à cette époque-là, l'équipe, elle était constituée de 10 athlètes. Donc il y avait au départ 43 candidatures, et parmi ces candidatures qui sont financées, en fait on reçoit des bourses en tant que personnes réfugiées et athlètes. Parmi ces personnes-là, bien, les meilleurs athlètes ont été sélectionnés dans l'équipe des réfugiés. Donc il y avait 4 femmes et 6 hommes, et on a décidé de renouveler l'expérience quelques années après, jusqu'à aujourd'hui, Paris 2024, où on renouvelle encore cette expérience-là, avec une équipe qui a grossi, qui a grandi. C'est d'ailleurs la plus grande équipe qu'on ait jamais vue à date. Et en fait, ce qu'on a vu apparaître avec cette création de cette fameuse équipe, c'est plusieurs lectures qui en ont été faites, parce que c'est sûr que pour le CIO, il s'agissait d'envoyer un signal positif au reste du monde et à l'ensemble des réfugiés, que voilà, avec le sport, on peut atteindre, on peut sortir de son parcours migratoire et des difficultés que ça a engendré, et des traumatismes qui ont été engendrés par le parcours migratoire, avec le sport, pouvoir pratiquer sa discipline au plus haut niveau. C'était tous ces symboles d'espoir qui avaient été envoyés de ce côté-là.
Mais il y a eu aussi des lectures très critiques de la création de cette équipe, parce qu'on a reproché au CIO de se cacher derrière cette équipe, de cacher les scandales face auxquels il était confronté, de cacher les réalités et finalement d'essayer de se montrer un peu dans l'air du temps, parce qu'on est quand même 2015-2016, on est quand même dans une situation critique au niveau des migrations internationales, et donc de vouloir un petit peu camoufler tout ça, et on a questionné le réel engagement du CIO dans la protection des réfugiés dans le monde. On s'est demandé pourquoi le CIO il a dû attendre 2016 pour créer une équipe, alors que c'est une situation qui date depuis bien plus longtemps. On s'est demandé pourquoi on parlait beaucoup de cette équipe pendant les Jeux, puis une fois que les lumières s'éteignent et que les Jeux sont terminés, eh bien, il n'y a plus grand-chose qui est fait dans cette perspective-là et dans cette dimension-là. Et puis, il y a eu la lecture aussi qui a été faite par les athlètes, parce que les athlètes de cette équipe ont quand même signalé que pour eux, ça a été une chance inouïe de pouvoir à nouveau pratiquer leur sport à l'international. Donc ça a forcément été remarqué. Mais d'un autre côté, les athlètes de l'équipe olympique des réfugiés sont privés de représenter leur pays d'origine. Donc ils ne concourent pas sous leur drapeau de leur pays de départ. Et ça représente aussi un certain traumatisme, parce que quand on arrive à ce niveau-là de sportif, c'est des personnes qui ont sacrifié beaucoup pour arriver à ce niveau-là, qui ont orienté toute leur vie pour arriver au meilleur des niveaux. Et donc d'arriver à ce stade-là, à ne pas pouvoir représenter son pays, ne pas en pouvoir entendre son hymne si jamais on est vainqueur de son épreuve, ça représente un certain dilemme et une certaine difficulté pour ces athlètes. Et ils l'ont fait remarquer par rapport à cette situation-là. Puis, en plus de ça, ça a questionné aussi la légitimité. Parce que c'est aussi le fait de se dire, OK, j'ai le droit de participer aux Jeux Olympiques, mais je suis dans l'équipe olympique des réfugiés. Est-ce qu'on m'a sélectionné parce que je suis une personne réfugiée, ou est-ce qu'on m'a sélectionné parce que j'ai le niveau pour participer à cette compétition? Parce qu'ils rentrent dans un processus un peu différent des autres athlètes, mais bien sûr qu'ils sont sélectionnés à la fois sur leur niveau et sur leur situation migratoire. Les deux aspects comptent, mais ça amène quand même la question de la légitimité et de toujours devoir prouver aux autres que l'on mérite sa place, d'autant plus que les médias se sont beaucoup attardés sur les parcours migratoires, plus que sur les performances sportives qui ont été réalisées lors des Jeux. Donc finalement, cette équipe, elle est renouvelée pour Paris, parce que malgré tout ça, ça a quand même été, aux yeux du CIO, une belle réussite, et puis pour les athlètes aussi. Donc l'équipe est renouvelée, on va avoir 36 athlètes à Paris, qui viennent de 11 pays différents, qui sont accueillis par 15 comités nationaux olympiques, et ils vont concourir dans 12 sports différents. Donc on retrouve encore une nouvelle fois le judo, l'athlétisme, plusieurs sports de combat, la lutte, la boxe, et dans cette équipe il y aura 13 femmes et 23 hommes, donc c'est la plus grande équipe que l'on ait jamais constituée. Donc on peut imaginer que dans les années futures, l'équipe va probablement continuer à croître et à s'agrandir pour les prochains Jeux. Donc c'est un fantastique coup de com', ou est-ce que le CIO est devenu woke et C'est un super alibi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça quand on connaît les gens de l'intérieur. Comme moi, j'en suis à mes 15e Jeux Olympiques. Je connais quand même beaucoup de gens à l'intérieur de ce mouvement olympique. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à un formidable alibi. Je vais peut-être casser l'enthousiasme de Maëlys, mais pourquoi je dis ça? Parce que le CIO, sa structure administrative et juridique, c'est une OSBL, c'est ça? Une OBNL de droit suisse, donc qui n'est pas obligée de rendre publique la totalité de ses comptes. Alors quand on va sur le site du CIO, on lit que 90% des revenus, donc on parle quand même de milliards, sont reversés intégralement à l'ensemble du mouvement olympique. Pour avoir discuté avec certains responsables de pays africains, on attend toujours l'argent, ou on ne sait pas où arrive l'argent, et s'il est véritablement versé. C'est pour ça que ça me laisse un petit peu dubitatif quand on crée une équipe de réfugiés. En plus, je dirais qu'on stigmatise davantage, parce qu'ils ne sont même pas reconnus en tant que nation. C'est quand même assez incroyable, des gens qui souffrent, qui sont obligés de quitter leur pays, qui ont une identité, et on leur refuse cette identité-là, au-delà de leur performance sportive d'ailleurs. C'est quand même assez incroyable. Et c'est ça qui me permet de dire que oui, on se cache, passez-moi
le jeu de mots, mais on se réfugie derrière, effectivement, ces gens, et on se dit, ben non, vous voyez, le CIO, finalement, eh bien, part d'une bonne intention, d'une intention louable, etc. Mais quand on gratte un petit peu, j'ai pas vu beaucoup d'intentions louables depuis que je connais ce mouvement olympique. C'est pas un pays de licornes. On voudrait nous faire croire qu'on vit dans ce monde de licornes absolument incroyable et que pendant 15 jours, on va oublier les choses les plus détestables qui se passent sur notre planète. C'est pas vrai, ça non plus. Quand on sait comment, par exemple, on se sert des grands mouvements sportifs, dont les Jeux Olympiques, pour réussir là où les diplomaties, par exemple, traditionnelles échouent. Combien de contrats ou d'ententes politiques ont été signés dans des loges sportives? Combien de contrats économiques ont été signés? C'est quand même pas un hasard quand la Coupe du Monde a été attribuée à un pays totalitaire comme le Qatar, la Coupe du Monde de soccer. On s'aperçoit 2 semaines après que le gouvernement français annonce une vente de Rafale, donc des avions de guerre, au Qatar. Je suis pas conspirationniste là, mais il y a quand même des causes à effet qui sont presque évidentes. Donc c'est pour ça que je suis un peu méfiant chaque fois qu'il y a une initiative, fût-elle louable, de la part de ce mouvement, pour dire finalement c'est peut-être pas si mal, puis on va l'accepter. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de... Je pense qu'on a un sujet de mémoire sur les loges sportives comme lieu transactionnel. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir avec ça. Mais c'est intéressant, je veux juste faire une petite parenthèse. Pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, la Palestine est reconnue depuis 15 ans comme nation durant les Jeux Olympiques. Ils défilent avec leur drapeau et avec leur hymne. C'est quand même assez intéressant parce qu'on a mis en garde, par exemple, le CIO a mis en garde sur les gestes politiques que pouvaient poser les athlètes. On est arrivé à un espèce de faux consensus de dire « bon, ça ne se passera pas pendant les cérémonies, mais vous avez peut-être le droit à l'extérieur de vous exprimer ». Mais par contre, un athlète israélien qui va rencontrer un athlète palestinien, si l'un ou l'autre refuse de serrer la main, on va y voir un geste politique. La même chose qui s'est passée durant des qualifications entre une escrimeuse ukrainienne et une escrimeuse russe. C'est toute l'hypocrisie, en fait, du système sportif. C'est que d'un côté... Vous êtes peut-être un des rares États à reconnaître l'État palestinien dans votre mouvement sportif, mais d'un autre côté, vous allez refuser que des gestes politiques qui dénoncent la situation soient posés dans la même enceinte. Je ne sais pas, je laisse les gens réfléchir à ça, là, mais c'est intéressant tout de même. Yann. Ce qui est intéressant à propos des drapeaux et des identités, vous allez remarquer certaines choses assez marquantes, cette fameuse trêve olympique, moment de joie et de communion ensemble en abandonnant tous les aspects du quotidien particulièrement gris. Vous allez remarquer qu'il y aura personne qui va défiler sous le drapeau de Taïwan. Vous allez voir passer Chinese Taipei. Ça aussi, c'est un geste politique très très marquant. C'est pas le drapeau taïwanais que vous allez voir. Vous allez voir par contre des certaines, j'allais dire, circonvolutions politiques qui apparaissent. Vous allez voir des gens qui vont compétitionner sous le drapeau de Hong Kong, qui n'est pas un État indépendant. Vous allez voir les Anglais qui vont défiler sous le drapeau de la Grande-Bretagne et même pas du Royaume-Uni, ce qui a donné des choses absolument fantastiques pendant les qualifications, parce que dans les qualifications, il y avait une équipe écossaise qui jouait contre une équipe anglaise, et puis l'équipe écossaise a fait en sorte que l'équipe anglaise a été éliminée, ce qui n'est pas surprenant du point de vue historique, mais elle devait ensuite jouer, s'il y avait une qualification des Anglaises, avec les Anglaises sous l'équipe britannique, et non plus seulement de l'Angleterre. Puisque, comme vous savez, l'Angleterre et l'Écosse ont normalement dans les Coupes du Monde leurs équipes respectives. Donc, vous voyez, c'était toute une histoire assez complexe. Vous ne voyez pratiquement qu'à cet endroit-là des associations qui ne sont pas tout à fait des pays, certains pays qui n'existent pas, qui peuvent compétitionner, d'autres qui n'ont pas le droit de compétitionner alors que ce sont des pays. C'est très très compliqué. Et ce que disait tout à l'heure Maëlys à propos des réfugiés qui se demandaient s'ils étaient acceptés parce qu'ils étaient réfugiés ou pas,
Ça me rappelle ce qui s'était passé en Corée du Sud pour les Jeux de Pyeongchang. Thomas Bach avait été faire des démarches à l'époque très poussées pour s'assurer que les Nord-Coréens venaient. Et il y avait eu vous vous souvenez de l'équipe de la Corée unifiée féminine qui avait été choisie parce que c'était un geste politique qui n'allait pas trop soulever de controverses de la part des athlètes. C'est comme ça qu'ils le voyaient, là. Et notamment, tout le monde a fait toute une histoire autour de ça. On n'a pas pensé aux Sud-Coréennes qui s'étaient qualifiées pour les Jeux et qui avaient dû laisser leur place aux Nord-Coréennes qu'on avait mis dans l'équipe de la Corée unifiée, qui avaient donc été sacrifiées là-dessus, mais autrement aussi des athlètes de Corée du Nord qui n'avaient pas les minima olympiques, qui n'avaient pas eu le temps de se qualifier dans les règles, mais qui avaient été prises pour des raisons politiques. Donc c'est quelque chose qui est assez marquant. Donc encore une fois, dire qu'il n'y a aucun aspect politique dans les Jeux Olympiques, vous allez l'entendre à plusieurs reprises, c'est vraiment n'importe quoi. Puis juste pour terminer aussi là-dessus, même Juan Antonio Samaranch, grand ex-franquiste très grand, très humaniste, avait, lors des Jeux de Lillehammer, lors de la cérémonie d'ouverture, avait appelé à une trêve olympique pour Sarajevo, qui était à ce moment-là en pleine guerre, où il y avait eu les Jeux Olympiques 14 ans auparavant. Et donc, là encore, parler de politique en pleine cérémonie d'ouverture, pourquoi à ce moment-là est-ce qu'on ne l'accepte pas et qu'on considère que les Jeux Olympiques, le mouvement olympique doit être apolitique? C'est une hypocrisie, comme ça a déjà été mentionné par mes collègues. Mais dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le CIO dessine un univers géopolitique qui est le sien. Et dans quelle mesure est-ce qu'ils vont... Puis j'aimerais qu'on fasse peut-être un portrait de Thomas Bach, parce qu'on parle beaucoup de lui. Et avant ça, je voudrais juste ajouter une note de bas de page. Vous avez compris qu'Yann Roche parlait souvent au second degré. Donc il y a beaucoup d'ironie dans certains de ses propos. Je voulais juste mentionner ça. Mais j'aimerais peut-être qu'on parle de Thomas Bach à un moment donné, qu'on explique un peu le personnage. Mais avant ça, est-ce que le CIO a la capacité de redessiner la géopolitique, donc non plus dessiner son propre monde, mais impacter les relations nord-sud, les relations, la puissance des États? Est-ce que de manière très réaliste, ça rebat les cartes? Le CIO, c'est un peu comme le Vatican, donc c'est comme ça fonctionne de la même manière en fait. On se coopte et puis quand il y a un problème, on essaye de laver le linge sale à l'intérieur sans trop que ça soit ébruité. Non, il redessine de moins en moins les cartes mondiales. Il voudrait être le gestionnaire encore de cette géopolitique et de sa géopolitique du sport. Mais quand on sait maintenant quels sont ses intérêts, vers où il penche, on ne peut plus croire qu'il a la maîtrise totale maintenant du marché sportif mondial. Il l'a encore parce qu'il a des énormes soutiens financiers, je pense à la Chine entre autres. Quand on regarde par exemple dernièrement, vous avez peut-être dû suivre ces 23 nageurs chinois qui ont été contaminés à un produit dopant, et tout d'un coup il y avait une autre manière de régler les choses, et de dire finalement on accepte la contamination, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs pour la jeune patineuse russe de 15 ans, c'était le même produit, et on a occulté complètement ça. Quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que le CIO, qui a dit d'ailleurs qu'il se rangeait pour une fois derrière l'Agence mondiale antidopage, alors que ça a été toujours la guerre entre les deux organismes, mais ils se sont tus. Il s'agissait des Chinois. Principal bailleur de fonds de l'Agence mondiale antidopage, c'est la Chine. Principal bailleur de fonds du Comité international olympique, c'est la Chine. Donc, ils peuvent jusqu'à maintenant redistribuer un certain nombre de cartes. Maintenant, quand on voit toute l'offensive des pays du Golfe pour contrôler le sport mondial, je dis bien contrôler, offensive au niveau du soccer, l'Arabie Saoudite qui s'achète un véritable championnat, mais qui n'est pas un championnat comme ça artificiel, on s'achète des joueurs, il y a un niveau de jeu qui commence à être comparable au niveau de jeu qu'on peut voir dans les pays européens. Donc on est en train, tout ce qui était, je dirais, dominé en fait par les Européens, notamment le soccer, eh bien on est en train de l'acheter. On veut acheter le rugby, on veut acheter le golf, on veut acheter le tennis dernièrement, et à gros coups de milliards. Alors ça veut dire que finalement, l'Occident et surtout l'eurocentrisme du sport, qui a toujours dirigé en fait les principaux sports au niveau international et mondial,
eh bien, on est en train de se dire, attendez, là, on a toujours été à la remorque, c'est nous qui finançons, c'est nous qui achetons des clubs, nous, pays du Golfe, achetons des clubs. Maintenant, on va commencer à organiser nos propres choses, mais en prenant le contrôle de ces instances mondiales et internationales. Et ça va être d'autant plus intéressant, et on va y venir sans doute, c'est l'offensive des pays du BRICS, mais surtout avec en tête la Russie, de créer ses propres jeux et donc de créer éventuellement un schisme, une scission avec le mouvement olympique en disant on est capable d'organiser maintenant nos propres jeux. Ça va être les Jeux de l'amitié, un vieux truc qui date du régime communiste des années 80 et qui est assez fabuleux. On ressort ça des cartons, mais avec une petite nuance, nuance importante. Nous allons payer les athlètes. Et ça, c'est nouveau, parce que ce qu'on a reproché longtemps au CIO, c'est de faire de l'argent. D'ailleurs, je me demande comment l'Organisation internationale du travail s'est jamais pensée là-dessus, parce qu'on ramasse de l'argent avec un événement qui est éminemment lucratif, mais on ne paye pas les travailleurs, on ne paye pas les acteurs, en fait, de ce... on les paye, oui, avec des médailles, mais pour ceux qui n'ont pas de médailles, c'est quand même eux qui créent le spectacle, et ils ne sont pas salariés. C'est un débat, d'ailleurs, qui a lieu. Et là, les Russes sont assez formidables là-dessus. Ils se sont dit, nous, on va offrir ça aux athlètes. Donc, il va y avoir les Jeux de l'amitié avec des bourses quand même. Il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui vont être offerts. Alors, on est en train de casser un moule. Est-ce que ça va fonctionner ? La Russie va créer aussi les Jeux des BRICS. Alors là, c'est encore intéressant parce qu'on retrouve quand même la Chine, on retrouve quand même l'Inde, on trouve des pays peuplés qui ont quand même de l'argent. Est-ce qu'on est en train de contrebalancer tout ça ? La Russie a organisé les Jeux du futur il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'on va utiliser là où a échoué le CIO pour le moment, le e-sport, qui fonctionne d'ailleurs très très bien de manière autonome. Il y a des centaines de millions de dollars qui sont générés dans ce domaine-là. Et ceux qui organisent ça ont dit, nous, on n'a pas besoin de rentrer dans le mouvement olympique. Alors qu'il y a une cour qui se fait à l'heure actuelle de la part du CIO pour épouser le e-sport à n'importe quel prix. Alors là, ils ont trouvé une solution, c'est qu'ils vont peut-être créer les Jeux du e-sport au CIO. Vous voyez, la game qui se joue, elle est quand même assez phénoménale à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'ils ont encore la maîtrise de la situation ? Moi, j'en doute. Moi, j'ai bloqué au moment du rugby. Je pensais que le rugby était par définition néo-zélandais. Maëlys. Oui, non, c'est juste, je voulais faire un commentaire sur la question de l'argent. Le fait que la Russie propose de l'argent, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment assez important parce qu'on voit, il y a un phénomène qui s'est mis en place ces dernières années pour les athlètes, notamment, on l'a vu notamment en France, c'est qu'il y a de nombreux athlètes qui sont obligés d'ouvrir des cagnottes en ligne pour pouvoir financer en fait leur déplacement, parce que pour arriver à faire les minima olympiques, il faut se déplacer, il faut faire un maximum de compétitions, il faut se donner le maximum de chances pour pouvoir atteindre les Jeux olympiques. Et pour ça, il faut de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de lancer des cagnottes en ligne pour essayer de faire appel à la solidarité pour finalement arriver à participer aux Jeux. Donc en fait, il n'y a jamais que la performance sportive qui compte. On voit avec l'équipe des réfugiés qu'il y a le statut aussi qui compte. Et puis, il y a le financement que l'on peut obtenir ou pas pour pouvoir atteindre le plus haut des niveaux. Donc en proposant de l'argent, la Russie a compris quelque chose de fondamental pour les athlètes. Puis c'est le cas au Canada aussi, les cagnottes pour les athlètes. Oui, qui peinent parfois effectivement à atteindre ce niveau, en effet. Je trouve que j'aimerais qu'on poursuive sur l'idée de l'offensive des BRICS, sur cette redéfinition du monde à travers les Jeux Olympiques. Yann, je te vois hocher de la tête. J'ai même peut-être pas besoin de poser une question. Oui, en ce qui concerne les BRICS, c'est assez intéressant. Tout à l'heure, on mentionnait évidemment la Russie et la Chine. Bon, on n'est pas nécessaire de revenir. Encore, ça pourrait être intéressant d'un point de vue historique de se rappeler que dans les premiers temps, les Soviétiques n'étaient pas très intéressés à participer aux Jeux Olympiques. Ils considéraient que c'était des jeux bourgeois. Ils avaient leur Spartakiade, ils avaient leurs propres événements. Mais ils ont décidé à partir de 1956 d'intervenir et d'être présents. Et ils s'étaient dit, on va le faire, mais quand on va le faire bien. Et tout de suite, ils ont été tout de suite en tête, ou très très près de la tête du tableau des médailles. D'ailleurs, à ce niveau-là, le tableau des médailles, depuis le début des Jeux Olympiques, c'est les Américains qui sont toujours en haut. Et d'ailleurs, on aurait tendance à il faut faire attention. Et il ne faut pas toujours limiter l'idée du sports washing ou de la récupération politique du sport, de
concentré seulement sur les États totalitaires. On a parlé du Golfe, de la Russie, de la Chine, mais les Occidentaux aussi sont très très forts à ce jeu-là, et les Américains ont compris depuis le début à quel point on pouvait récupérer les Jeux Olympiques. D'ailleurs, pendant la période de la guerre froide, c'était vraiment une manière de se faire une véritable concurrence avec les Soviétiques. Et si les Soviétiques le faisaient pour des raisons propagandistes, on ne peut pas dire que les Américains étaient totalement dépourvus des mêmes intentions. Mais là, pour en revenir donc à ces pays-là qu'on vient de mentionner, il y a aussi l'Inde. Et l'Inde, c'est une espèce de, comment dire, c'est une espèce d'énigme sportive. Parce que c'est 1 milliard et plus d'1 milliard d'individus, 1,4 là, mais on aurait tendance à penser, même si c'est pas tout à fait vrai, que sportivement, c'est quasi néant. C'est pas tout à fait le cas, parce qu'ils le sont dans des sports qui nous intéressent pas, notamment le cricket, où ils sont... si tu es capable de comprendre les règles, tu m'expliques après. Mais là où je veux en venir, c'est que vraiment, ils ont du mal à être présents autrement que dans des sports. D'ailleurs, c'est un héritage colonial. C'est merveilleux de voir le Pakistan et l'Inde, et ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande concurrencer les Anglais dans leur sport. Mais donc, pour finir, c'est ça. C'est qu'à travers l'impact que pourraient avoir les Jeux des BRICS, c'est une chose que j'attends de voir. Ça serait une occasion peut-être pour l'Inde de percer, parce que vous allez regarder le tableau des médailles, vous allez chercher l'Inde, vous allez chercher longtemps. Et par contre, j'étais en train de regarder en parlant de l'avenir de l'olympisme. Vous savez donc cette année c'est la France et Paris en 2024, en 2028 c'est Los Angeles, 2032 vous savez sans doute que c'est Brisbane en Australie. Ce qui était intéressant, c'est lors du processus d'attribution, Brisbane a battu plusieurs pays, dont notamment l'Inde. L'Inde avait une candidature, et c'était une des rares fois, ça aurait pu être très très intéressant de voir les Jeux Olympiques s'installer en Inde en 2032. Et pour finir, ce que je voudrais quand même mentionner à propos on a beaucoup mentionné le CIO, on a évoqué aussi le soccer et la FIFA, et c'est intéressant parce que c'est vraiment, on a tendance à les considérer pratiquement comme des frères siamois. C'est les deux volets de la gouvernance internationale un peu mafieuse, excusez-moi l'expression, qui joue énormément sur la puissance, l'influence politique, économique à l'échelle internationale. Et donc, la FIFA et le CIO sont les deux grands volets de cette gouvernance sportive internationale. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut les différencier sur une chose. On peut voir un point commun, c'est que leur gouvernance est très très bizarre et souvent très très contestable malgré des discours officiellement très très propres. Mais dans les faits, ce qui les distingue le plus, c'est le fait que aux Jeux Olympiques, vous allez voir, c'est peut-être plus universel que la Coupe du Monde de soccer, même si elle est beaucoup plus suivie. Elle est extrêmement suivie, la Coupe du Monde de soccer. Mais il y a juste un pays qui gagne, et c'est souvent petite poignée de pays qui peuvent gagner la Coupe du Monde. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, ce qui est intéressant, c'est que chacun un petit peu a une opportunité d'avoir son 5 minutes de gloire. Vous avez des pays qui vont être capables de compétitionner en taekwondo seulement, ou en tennis de table, ou en lutte gréco-romaine, des choses comme ça, et qui vont ramener 1, 2, 3 médailles. En athlétisme, c'est peut-être l'endroit où vous avez le plus de pays qui vont être capables de s'exprimer et de ramener des médailles. À la différence du soccer où c'est toujours les mêmes qui l'emportent. Donc à ce titre-là, on peut dire que c'est quand même un petit peu plus universel. Et vous allez pouvoir regarder à ce moment-là des pays assez surprenants, dont ou les 2-3 espoirs de médaille ou l'espoir de médaille vont apparaître à un moment donné dans une compétition. Vous allez vous imaginer que dans ce pays-là, tout le monde va le suivre de très très près, avec beaucoup d'intérêt. Et la personne qui va revenir, si elle revient avec sa médaille, va être une idole internationale. Donc c'est un point qui est assez intéressant de voir à quel point il y a quand même une possibilité, de par l'immense nombre de compétitions qu'il peut y avoir, qui rend d'ailleurs l'événement extraordinairement difficile et extrêmement coûteux à organiser. Il y a une possibilité pour chacun d'en retirer un petit élément, même si c'est toujours les mêmes pays qui remportent le tableau des médailles, le fameux tableau des médailles. Et d'ailleurs, juste pour terminer, on est assez critique, vous allez entendre beaucoup de critiques par rapport au jeu, mais regardez ce qui va se passer pendant la quinzaine, comment ça va être. On a eu une médaille de bronze, on a eu une médaille de
le pays en question. On va calculer, je trouve toujours absolument extraordinaire la manière dont les pays calculent le nombre de médailles en fonction de ce qui les arrange. Soit c'est le nombre total, soit c'est le nombre de médailles d'or, puis on va s'organiser. C'est pas spécifique au Canada, là. On va s'organiser en fonction du classement où on paraît le mieux. Et c'est ça. On a gagné et ils ont perdu, comme d'habitude. Et ça va être assez intéressant parce que malgré toutes les critiques qu'on va entendre, vous allez voir, si jamais il y a, à chaque médaille d'or ou chaque médaille de bronze canadienne, vous allez voir, tout le monde va s'énerver, là, s'énerver le poil des jambes, là, si j'ose ainsi m'exprimer. Parce qu'on a beau dire que on prend ça avec un grain de sel, on a des réserves, ça marche encore pas mal. Mais j'apporterais peut-être une petite nuance sur ce que vous venez de dire sur le soccer, parce que plus les années avancent et plus il y a un rétrécissement. Avant, c'était un peu le monopole des pays européens. On a vu un essor phénoménal de l'Afrique, on a vu un essor phénoménal des pays asiatiques. Je pense notamment aux Coréens, mais entre autres, le Japon. Et avec des joueurs maintenant qui s'exportent aussi dans les championnats. Et il ne faut pas oublier non plus que la FIFA a quand même été la première à offrir la tenue du monde dans un pays africain, chose que n'a pas encore fait le Comité international olympique. Et on attend encore les premiers Jeux olympiques en Afrique. On avait toujours cet argument de dire ils n'auront jamais les moyens des infrastructures, etc. Puis on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a un événement qui est organisé, ça fonctionne. Maintenant, après, il y a le phénomène des éléphants blancs, mais ça, c'est autre chose, parce qu'effectivement, l'héritage, en fait, de la Coupe du Monde en Afrique du Sud n'est pas si élogieux que ça. Mais tout de même, il y a quand même un rétrécissement des forces à l'heure actuelle. Mais là, je parle au niveau sportif uniquement. Oui, mais si je peux répondre à la réponse, on va partir un débat là. C'est que c'est vrai, on a vu une progression de pays qui n'étaient pas en général considérés comme des puissances, et effectivement il y a un rétrécissement dans cette élite, ou non, au contraire un élargissement de l'élite. Mais le problème, c'est que si on regarde les palmarès en tant que tels, depuis 98, c'est la première fois que la France l'a gagné, mais ensuite 2002, c'était le Brésil, 2006, ça a été l'Italie, 2010, c'était la première fois que l'Espagne le gagnait, et ensuite, ça a été 2014 l'Allemagne, 2018 la France, et 2022 l'Argentine. Donc, il y a eu, dans les 20 dernières années, il y a eu 2 nouveaux pays qui ont gagné, et 2 pays européens. Donc, oui, il y a eu le Maroc est arrivé en demi-finale, il y a une amélioration des résultats des pays qui non européens notamment, mais on n'est pas encore à voir une victoire d'un pays africain, même si on est beaucoup à l'espérer, un pays africain ou un pays asiatique. Donc, finalement, le monde géopolitique tel que l'Occident le définit est encore très, très vivant au niveau des Jeux Olympiques. J'aimerais peut-être qu'on change de focale et qu'on commence à regarder un petit peu ce qui va se passer cet été. Et puis, puisqu'on a parlé, j'ai retenu de ce que vous disiez, qu'il y avait beaucoup de progressisme dans le Boys Club, j'aimerais qu'on parle de la présence des femmes à Paris, Maëlys. Oui. Et je pense que c'était déjà le cas à Tokyo. Il y avait déjà un pourcentage de femmes important, mais on va avoir pour la première fois des jeux paritaires. Alors, encore une fois, est-ce que le CIO est devenu woke? Je crois pas. Malheureusement, je crois pas. En fait, à chaque nouvelle édition des Jeux Olympiques, il faut faire mieux que les autres, il faut faire la plus grande cérémonie d'ouverture, il faut impressionner avec ses technologies, avec ses avancées, etc. Et il faut se différencier des autres. Donc à Pékin, il y avait quasi la parité, mais elle n'était pas totale. Là, à Paris, on aura vraiment une parité, mais au niveau général, mais je vais y revenir. Donc à chaque fois, il y a cette envie d'afficher une identité particulière des Jeux. Alors à Pékin, on se vendait comme les Jeux les plus verts jamais organisés. La Coupe du Monde au Qatar, c'était neutre en carbone. Et puis là, Paris, on veut faire des Jeux responsables. Donc donc on veut faire des infrastructures qui vont être mieux construites et qui vont durer sur du plus long terme. On veut minimiser ce qu'on peut minimiser.
Voilà, tout ce qui est dit dans la communication, en tout cas, des Jeux. Et on veut être différent des autres sur plusieurs aspects, notamment la cérémonie d'ouverture qui va se passer sur la scène. Donc, on sort des stades. Pour la première fois, on fait quelque chose de complètement différent et on vient casser un peu les codes. On intègre des nouveaux sports qui n'étaient pas encore présents aux Jeux. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? On atteint la parité, la fameuse parité. Donc, il y a 10 500 athlètes et on obtient la parité globale. Ça ne veut pas dire que dans chaque sport, il y aura une parité dans chacun des sports. Ça va être certains sports seulement. Mais quand on prend la globalité des athlètes, on atteint cette fameuse parité. Donc, ça fait un peu un clin d'œil aux Jeux de 1900 qui avait lieu à Paris, où seulement 22 femmes avaient été autorisées à prendre part à la compétition. C'était la première fois d'ailleurs que des femmes pouvaient entrer dans les arènes des Jeux Olympiques. Et c'est se dire qu'aujourd'hui, quand même, le chemin a été long, mais il a été quand même parcouru avec tous ces obstacles. Et on peut quand même signaler et remarquer cette avancée qui n'est pas négligeable et qui est importante pour le mouvement olympique. Ça reste que quand on regarde, quand on s'éloigne un peu avec la loupe et qu'on regarde les fonctions dans le sport, les professions, on se rend bien compte que le plafond de verre demeure et que c'est un monde qui est encore dirigé à la majorité par des hommes et que les femmes peinent encore à faire leur place pour les postes à responsabilité. Donc oui, il y a cet effet un peu communication, de vendre ces jeux responsables et paritaires, mais quand on regarde dans le détail, évidemment que des défis persistent sur ce sujet-là. Robert? Elle a dit tout ce que je voulais dire. C'est vrai que les structures décisionnelles de la plupart des grandes fédérations internationales et des fédérations nationales et des fédérations régionales et des fédérations locales, ça reste encore des hommes qui les dirigent. Et là-dessus, on n'a pas beaucoup avancé. Alors, on a encore quelques structures qui vont nous dire « Ah ben oui, mais nous, on a des femmes ». Alors, il y a toujours une espèce d'alibi comme ça. C'est comme si, comme les gens qui disent « Je ne suis pas raciste mais parce que j'ai un ami noir ». C'est à peu près exactement la même chose. Je veux dire, on se donne une espèce d'alibi, mais quand on gratte un petit peu et qu'on regarde les conseils d'administration, c'est épouvantable. Ça ressemble à des cabinets d'avocats, quoi. Je veux dire, c'est... J'ai rien contre les avocats, mais... On dirait, par contre. Oui. Mais non, faut être sérieux. C'est sûr que, comme ça, d'envoyer l'image qu'il y a une parité, qu'il y a une avancée, c'est vrai. Maintenant, quand on gratte un petit peu, et quand on regarde les difficultés que peuvent avoir des femmes sportives à évoluer pour se rendre à un niveau, il n'y a pas de parité. Ça devient plus compliqué encore aujourd'hui pour une femme d'accéder à l'élite que pour un homme. La plupart du temps parce qu'on n'a pas véritablement changé ou évolué dans les mentalités ou parce que culturellement, dans plein de pays, c'est pas encore ça, quoi. Une parité d'apparat. J'aime beaucoup ça. Justement, parlons peut-être juste brièvement de l'homme à la tête de tout ça. J'aimerais qu'on parle de Bach. Il y a un excellent livre, je ne l'ai pas lu encore, mais parce que je ne lis pas l'allemand, mais il n'a pas encore été traduit, mais il vient de sortir sur justement le passé sombre de Thomas Bach, notamment ses accointances et sa grande amitié avec Vladimir Poutine, et comment les Russes ont contribué entre autres à son élection. C'est intéressant de voir Thomas Bach aussi, et pour ceux qui ont suivi un peu tout le scandale d'Adidas et des connexions qu'avait Adidas avec le régime nazi, lui aussi, à un moment donné, il a été mêlé indirectement au grand scandale qui avait frappé Adidas en Allemagne. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Allemagne, Thomas Bach, ça n'a pas été forcément très ébruité et tout. Moi, j'en ai parlé, mais on est quelques journalistes sur la planète en avoir parlé. Quand l'information est sortie, c'est quand même lui qui dirigeait, si mes souvenirs sont bons, en Bavière, il dirigeait une organisation commerciale qui garantissait à tous les pays du Moyen-Orient qu'il n'y aurait aucun produit israélien qui passerait. Donc, il y aurait un espèce de filtre, en fait, pour faire un boycott, en fait, des produits israéliens pour garantir à tous ces pays du Moyen-Orient qui étaient dans cette espèce d'organisation commerciale allemande, on leur donnait une garantie, en fait. Et il était quand même le président
J'ai plus le nom de cette chambre de commerce, mais c'était une chambre de commerce qui avait cette singularité. Alors, c'est sûr que... Et puis, comment aussi il est arrivé à la présidence, comment notamment le dauphin le dauphin qui devait être un Canadien va se faire, là encore, c'est Rome, quoi, on va se faire poignarder, il va y avoir des trahisons, etc. Thomas Bach avait, là encore, son lobby autour de lui pour se faire élire. Et d'ailleurs, on a même changé une partie de la loi olympique pour pérenniser, mais là, il s'en va bientôt, donc... et je parierais, il y a en tout cas 2 noms qui sortent, c'est assez curieux, un Européen et puis un intervenant qui vient des pays du Golfe. Je vous laisse apprécier. Donc on ouvre les paris? Ah, on peut, oui. Okay. On fera ça. Ça sera en ligne bientôt. Ok. Et justement, puisqu'on abonde dans ce sens-là de l'évolution du CIO avec le changement à la direction, est-ce que ça peut avoir un impact? Mettons que si c'est quelqu'un d'un pays du Golfe qui est à la tête, est-ce que ça peut complètement changer la manière dont on va tenir les Jeux Olympiques? Ben, peut-être pas la changer, mais on a déjà changé l'attribution des Jeux Olympiques. Regardez, quand on a décidé tout d'un coup de ne pas froisser les Américains, de ne pas froisser les Français, et puis tout d'un coup on dit, bon, bah, il n'y a plus de course, c'est fini, 10, 12 pays, d'abord il y en a de moins en moins qui prétendent. Maintenant, il faut voir quels sont les pays. Quand on regarde certains pays, c'est super intéressant de voir que toute une partie des anciennes républiques de l'Est, où on lave plus blanc que blanc avec de l'argent mafieux, se présente, je ne pense pas seulement au Kazakhstan ou à l'Azerbaïdjan, mais il y a des candidatures qui sont de plus en plus présentes. Alors là encore, on peut se questionner sur l'avenir des candidatures olympiques. Alors on a trouvé la solution, c'est que maintenant il n'y a plus de course, et on se dit, bah, celui-là c'est le candidat idéal. Ça a été le cas de Paris, ça a été le cas de Los Angeles, c'est un peu le cas de Brisbane. Regardez les Alpes françaises qui eux aussi ont presque un parcours sans faute alors qu'ils n'ont même pas encore déposé de dossier véritable de candidature. Alors donc maintenant on essaye de pallier. Bon, il faut se dire aussi qu'on va sans doute l'aborder, c'est qu'avec le réchauffement climatique des pays, même les Alpes françaises, on se demande où ils iront chercher la neige. Souvenez-vous que en Corée, on avait transporté, à Vancouver aussi d'ailleurs, on avait transporté de la neige par hélicoptère. Au niveau carbone, je ne suis pas sûr qu'on ait atteint l'objectif écologique. Donc c'est tout ça qui est remis en cause. Alors si effectivement il y a un danger, c'est peut-être la tenue des Jeux d'hiver plus que la tenue des Jeux d'été. Maintenant, il y a l'Arabie Saoudite qui a trouvé une super solution qui coûte 500 milliards de dollars, c'est de créer une ville artificielle de neige pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver. Ils ont payé le prix, mais c'est en plein désert, quoi. Je veux dire. Ça ne sera pas zéro carbone. Hein. Non, absolument pas. Mais c'est ça que ça veut dire aussi, quoi. Je veux dire, les abus sont là, mais tout le monde se dit, ah, c'est extraordinaire, c'est un défi technologique extraordinaire. Mais justement, si on va dans ce sens-là, donc on parle de Paris, on a beaucoup entendu parler du fait que les Parisiens se faisaient mettre dehors de la ville, que le coût du transport en commun allait être super élevé. Est-ce que c'est encore justifiable socialement, économiquement et sur le plan environnemental de faire ces grandes affaires-là? Et si ça ne l'est pas, pourquoi est-ce qu'on les fait encore? Parce que c'est prestigieux. Parce que ça ne suffit pas. Non, si, mais c'est un prestige d'accueillir les Jeux Olympiques, c'est un prestige d'accueillir la Coupe du Monde de soccer, et en même temps, ça vous permet aussi de vous donner une espèce de légitimité. Parce que vous dites, bah, si j'accueille cet événement et qu'on me donne l'opportunité d'accueillir cet événement-là, c'est que je ne suis pas si méchant que ça. Là, je résume un peu, mais quand on regarde à qui on a donné les Jeux jusqu'à maintenant, quand on regarde ce qui se passe, c'est pas unique à la France d'ailleurs, qu'on vire les sans-abri, qu'on ferme une capitale entière comme ça, comme un espèce de blocus en pleine guerre, etc. C'est pas particulier, c'est tous les Jeux Olympiques. On change même des lois, ça va jusque-là, ça c'est intéressant. Le mouvement olympique arrive à exiger d'un pays qui accueille les Jeux Olympiques de changer ses lois
Pas parce que on veut plus de liberté ou on va donner plus de liberté à toutes sortes de gens qui sont brimés. Non, non. Uniquement pour changer la fiscalité. C'est quand même assez inouï, quoi. Je veux dire, même la France, pays des droits de l'homme, en tout cas c'est là qu'on l'a signé, a été obligée de se plier à cette loi-là, donc de changer en fait la fiscalité pour pas que ou les partenaires du CIO ou le CIO aient un taux d'imposition et un taux de fiscalité à payer sur son événement. Moi, je trouve ça assez fabuleux au niveau économique et structure économique. Tu étais poli. Ouais, ben, j'ai parlé de l'Organisation internationale du travail tout à l'heure pour les athlètes qui ne sont pas payés, mais là, c'est hallucinant, quoi. Donc on minimise les retombées économiques pour le pays. Yann, j'ai vu que tu voulais... Oui, dans le cas de Paris, c'est intéressant parce que ça dépend à qui on demande là-bas par rapport à ce qu'ils en pensent. Si on regarde les médias, tout le monde a l'air très heureux de l'organisation des Jeux. Ça a l'air d'être une super belle opportunité. Comme on vient de le dire, les projecteurs de l'actualité sont sur la France. Une occasion pour le président français de se mettre de l'avant, de résoudre un certain nombre de problèmes internes. Mais dans les faits, ce dont on s'est rendu compte dernièrement, c'est qu'à chaque fois qu'on demandait aux gens, qu'on faisait des référendums, pratiquement tous les référendums ont donné des noms à chaque fois qu'on proposait aux gens de se prononcer sur l'organisation des Jeux Olympiques. La dernière fois, ça nous est arrivé au Canada avec Calgary. Ça a été non, la population n'était pas d'accord. Donc on s'en va plus vers soit carrément il n'y a pas de consultation, comme à ma connaissance il n'y en a pas eu avant Paris, ou alors on va se tourner vers des pays où on ne demande pas leur avis aux populations. Quant aux histoires de jeux verts, de jeux responsables, comme l'a dit Maëlys tout à l'heure. La Seine, aller nager dans la Seine, ok, c'est bon, je n'insisterai pas lourdement là-dessus. On en parle depuis des mois et des mois. Là maintenant, il paraît que certaines personnalités vont se baigner dans la Seine pour montrer que c'est sécuritaire. Ça va être quelque chose. Le président du CIO m'a dit qu'il allait se baigner si on l'invitait. Ça pourrait régler le problème. Mais là où je veux en venir, c'est que en ce qui concerne les aspects donc environnementaux, il faut quand même. J'ai lu ça récemment, ça m'avait pas marqué. Je l'avais noté sur le coup, mais ça m'était sorti de la tête. Le surf, les compétitions de surf vont se tenir à Tahiti. C'est super vert en plus d'aller envoyer on va faire la cérémonie d'ouverture à Paris, puis on envoie tout le petit monde en Polynésie. Puis en plus de ce que j'ai pu voir, la construction des tours des juges pour les compétitions, un sport extrêmement répandu dans le monde, le surf, ça a détruit des barrières de corail en Polynésie, donc c'est super, tout va bien se passer, c'est extrêmement vert. C'est encore du second degré. Ah pardon. Oui. Le prix du métro. Dernièrement, il y avait une controverse. On pourrait en parler des heures, surtout les aspects controverses autour de Paris. Là, mais le prix du métro qui va être doublé pour les. En fait, la controverse. Ouais. Le prix du métro pour les touristes qui va être plus élevé. C'est quand même assez sympathique. Les infrastructures. J'ai vu les plans qui avaient été soumis par Paris au moment de l'obtention des Jeux. Tout ce qui avait été promis comme infrastructure dans la région parisienne. Si les gens parmi vous sont allés là-bas, il en manque des infrastructures. Mais ce qui a été fait par rapport à ce qui était prévu, j'avais des cartes que je monte à mes étudiants dans le cours de carto, c'est un vrai plaisir aussi. Ça va être quelque chose d'assez particulier. Il y avait même aussi, donc, comme je disais, une controverse. Anne Hidalgo avait mentionné le fait, la mairesse de Paris avait mentionné le fait que ça allait peut-être un peu compliqué pour les transports. Et elle s'était fait taper sur les doigts en disant non, pas du tout, tout va bien aller, tout va être bien géré, dans la mesure où les Parisiens restent chez eux pendant les Jeux. C'est une super bonne idée. Encore, je peux faire du deuxième degré ou Oui, mais signale-le avant, tu le drapeau. Mais donc c'est ça, Alors, quand on parle des Alpes françaises, là, je ne sais pas si la population française va être si heureuse que ça après les Jeux. Peut-être que tout va super bien se passer, que tout va retomber. Non, j'arrête. Mais est-ce que la population française va être derrière une candidature dans les Alpes
pour des prochains Jeux d'hiver. Je suis pas absolument certain. Je suis pas sûr si on leur demande leur avis, ils seraient trop par contre. Nous, on est d'origine savoyarde. Non, toi, tu es d'origine savoyarde. Oui. Toi, tu es adopté savoyard, c'est ça. Donc, nous, les Alpes, on dit non. Hein. Mais peut-être pour aller continuer dans ce sens-là, des impacts. Puis là, c'est Maëlys. On va se retrouver dans une période où on va avoir des flux, des mobilités importantes, des gens qui vont franchir les frontières pour arriver en France. Est-ce qu'on a adapté, là c'est vraiment un truc qui m'intéresse plus, mais est-ce qu'on a adapté le système de frontalier? Est-ce qu'on facilite le passage des athlètes? Est-ce que ça a un impact, ça, sur la sécurité globale? Est-ce que ça va changer la manière dont on voit les frontières? En fait, à chaque fois, ce qu'on remarque avec les événements sportifs, c'est qu'effectivement, il y a des traitements de faveur pour les déplacements des athlètes. Et on l'a vu notamment pendant la période de la pandémie. C'est-à-dire que quand tout le monde était un peu confiné chez soi et qu'on n'avait pas le droit de se déplacer, il y a eu certaines accommodations qui ont été mises en place pour les athlètes dans certains sports. Et encore une fois, même les sports, ils ont été sélectionnés selon les pays et selon les sports que l'on considère dans l'intérêt national. Donc, le hockey, d'ailleurs, est devenu un des éléments de l'intérêt national canadien en plein cœur de la pandémie. Il y avait une chose qui comptait, la mobilité des travailleurs essentiels et celle des hockeyeurs. Exactement. Donc, ça témoigne quand même de quelque chose dans lequel on s'embarque. Et tu demandais tout à l'heure pourquoi on continue à faire ces événements. Il y a comme une scission qui est en train de se faire entre le pays, le gouvernement qui a envie d'avoir cette belle vitrine et de projeter son soft power, et l'opinion publique qui n'en veut plus de ces événements. Il y a une forme de scission qui est en train de se former, sauf que pourquoi on continue? Parce qu'il y a cette vitrine à l'international, parce que ça représente tous ces enjeux de pouvoir pour le pays, et en plus de ça, peu importe ce que va en dire l'opinion publique, quand les Jeux vont s'ouvrir, on sait que les opinions vont changer, puis on va se rendre aux Jeux, puis on va regarder les Jeux, puis on va un peu lisser la situation quoi qu'il arrive. Sauf que en ce moment-là, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est un peu à double tranchant, parce que c'est tellement des événements qui sont tellement médiatisés que derrière, il faut aussi assurer, parce qu'on va mettre à la fois en lumière les forces de l'événement et les forces du pays, mais on va aussi souligner toutes les faiblesses qui ressortent de l'événement. J'aimerais vous poser la question spécifiquement pour Paris, puis on va conclure là-dessus, chacun de vous. Est-ce que les Jeux en valent la chandelle? C'est une bonne question. Personnellement, je vous dirais non. Si on me demandait mon avis, personnellement, si on m'avait demandé de voter, si j'avais habité en France et qu'on m'avait demandé de voter, j'aurais dit non. Après plus de 30 ans à Montréal, et puis d'entendre parler des Jeux de 76 sans arrêt comme une mauvaise expérience, je ne sais pas si ça pourrait donner la même chose pour les Parisiens, étant donné que déjà en plus c'est pas toujours si évident que ça. Donc a priori, je dirais que les Jeux, personnellement, je suis pas sûr que ça en vaille la chandelle. C'est une manière quand même, en les organisant dans des pays quand même globalement démocratiques, de tenir encore quand même la dragée haute et d'empêcher certains pays de prendre tout l'espace médiatique. Mais autrement, je dirais que ça va coûter extrêmement cher à bien des niveaux et pas seulement économiques. Donc j'aurais tendance à dire non. Oui, en tant que bonne Française, d'abord, mon premier avis, j'ai été heureuse que les Jeux se passent à Paris, surtout parce que j'ai pensé aux athlètes français, parce que c'est rare, ça arrive une fois dans sa vie de pouvoir représenter son pays dans son propre pays, et donc de pouvoir être accompagné de sa famille et de ses amis lors du plus grand événement sportif que l'on fait une fois dans sa vie, généralement. Enfin, une fois. On peut faire plusieurs Jeux olympiques, mais ce que je veux dire, c'est que ce soit chez nous, ça arrive une fois. Et que mon premier avis, c'était plutôt quelque chose de positif, et même l'envie de pouvoir profiter, de pouvoir voir pour une fois dans ma vie les Jeux Olympiques. Le problème, c'est que c'est la façon dont sont faits les Jeux aujourd'hui, l'évolution dans laquelle on est entré. Ces Jeux, ils n'ont plus de sens, ils n'ont plus de valeur, et est-ce qu'ils en valent la chandelle une fois qu'on pèse le pour et le contre? Je rejoins Yann et je m'en vais vers un non également.
Je vais être rabat-joie. Mais comment je pourrais dire ça? Je crois qu'on doit parler d'acceptabilité sociale aujourd'hui quand on voit ce qui se passe partout, je dirais. Ça, c'est malheureusement universel. De dire que pendant 15 jours, on va planter un chapiteau qui va coûter, je l'ai dit, des milliards aux pays qui accueillent, quand on sait que la plupart de ces pays qui accueillent ont tous les mêmes problèmes de santé, d'éducation. On a vu les retraites avec toutes les histoires d'horreur, notamment en France. Je crois que la question qu'on doit se poser collectivement, c'est quelle société on veut. Est-ce qu'on doit accepter encore les jeux du cirque? Parce que c'est aussi ça, c'est que pendant 15 jours, vous n'allez pas entendre parler de l'Ukraine, vous n'allez pas entendre parler de Gaza, vous n'allez pas entendre parler de tous les conflits, et je pense des conflits oubliés comme le Soudan, entre autres. C'est aussi ça la réalité. On parlait tout à l'heure de tout ce qui se passe avant. Regardez ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde au Qatar. Il y a eu des dizaines de milliers de morts sur les chantiers qataris. Ça a été dénoncé par toutes les organisations. Mais quand la Coupe du Monde a commencé, on a parlé de ballon rond, de réussite, de défaites, d'exploits, de résultats, de scores, mais pas des droits de l'homme. Alors, est-ce que ça vaut la chandelle? Est-ce que c'est encore un rêve absolu pour un athlète? On pourra ouvrir un autre débat. Est-ce que le sport de haut niveau, c'est la santé? Pas sûr quand je vois le nombre d'athlètes et l'état dans lequel ils sont après carrière. Maintenant, ça a beaucoup évolué, mais quand même, c'est un autre débat, mais qui est intéressant aussi de voir qu'on a des produits jetables. Quand on regarde, par exemple, et on ne l'a pas abordé, la réussite des Jeux Olympiques, c'est avant tout les bénévoles. Sans eux, là, ça ne fonctionnerait pas. Ils ne sont pas payés. Ils doivent se loger. Alors, c'est eux qui doivent payer leur logement. Et quand on sait, elle l'a dit, Maëlys, les prix exorbitants de l'immobilier à Paris, là, c'est quand même un non-sens, là encore. Je ne sais pas si quelqu'un travaille avec l'Organisation internationale du travail, mais si jamais vous faites un sujet là-dessus, je suis preneur, moi. Ça fait 3 fois. Mais c'est quand même assez fabuleux. Alors donc, est-ce qu'on en est rendu dans une société où on va s'offrir un luxe comme ça pendant 15 jours d'oublier ses soucis? Est-ce que ça vaut des milliards d'oublier ses soucis? J'en sais rien. Donc, ceci va conclure cette table ronde. Là, je t'ai plombé la salle. Non, je retiens donc que ce sont des jeux du cirque extrêmement coûteux qui vont invisibiliser les plus vulnérables, qui vont se faire aux dépens du bien commun, parce que fiscalement, effectivement, on va aussi siphonner des budgets sans les renflouer, en fonction des lois qui ont été adoptées, en vampirisant la bonne volonté de ceux qui vont avoir voulu contribuer, qu'ils soient athlètes ou bénévoles, le tout sur fond mafieux de corruption, de dépenses pharaoniques, le tout étant dépourvu d'acceptabilité sociale et pouvant constituer donc une vitrine pour le meilleur peut-être, mais surtout pour les pires, parce que les pires se déclinent de toute évidence à travers le monde. Ceci étant dit, nous souhaitons bonne chance à nos athlètes. Et pour nous qui sommes binationaux, on peut souhaiter 2 fois bonne chance à nos athlètes. Sur ce, je vous remercie d'être venus assister à cette table ronde sur les Jeux Olympiques. Ça ne sera pas la dernière. On va continuer à travailler sur la géopolitique du sport. Il y a beaucoup à dire. Et puis, vraiment une belle main d'applaudissements pour nos panélistes. Merci.